Bien, merci d'être présent pour cet atelier sur la stratégie réglementaire. C'est un sujet qui nous tient à cœur chez Nexialist. Et donc, c'est toujours un plaisir d'en parler en public et de rôder aussi le discours et de l'affiner. Euh, Aujourd'hui, pardon, je suis en train d'oublier un point, un élément très important. Vous pouvez et vous devez poser des questions. On a essayé d'imaginer un atelier qui soit interactif, ce qui n'est jamais très facile avec les systèmes électroniques, mais et pour cela, ce qu'on vous demande, c'est de poser des questions dans l'onglet Q&A du système vidéo, du système de webconférence, plutôt que dans le chat. Ce qui nous permettra comme ça de plus facilement voir, identifier et trier les questions pour pouvoir y répondre. Donc voilà, ceci étant dit, je vais avoir le plaisir de présenter cet atelier aujourd'hui avec Corinne Delorme et Guillaume Santiago. Corinne Delorme est directrice intelligence réglementaire chez Nexialis depuis une année. Vous pourrez nous retrouver après le webinaire si vous voulez de plus en renseignements ou si vous avez d'autres questions sur le stand 2 de l'espace emploi et compétences. Et nous présentons aujourd'hui avec Guillaume Santiago. Guillaume, je vais te laisser te présenter. Bonjour à tous, donc je suis Guillaume Santiago, je suis le dirigeant et le fondateur de la société OnlyNov. OnlyNov, nous concevons des assurances spécialement pour les sociétés innovantes et notamment dans le secteur des industries de santé. Donc nous sommes très spécialisés sur l'assurance des dispositifs médicaux. Et nous allons discuter des sujets qui sont vraiment en lien avec le réglementaire et qui concernent l'assurance des fabricants de dispositifs médicaux. Comme Nexialist, vous pouvez aussi nous retrouver sur notre stand à l'issue de la conférence si les sujets qu'on aborde suscitent des questions pour vous. Donc on est aussi dans l'espace emploi et compétences, stand numéro 13. On est très proche, Nexialist et OnlyNov, dans l'espace des stands, donc vous n'aurez pas de mal à naviguer entre les deux. Parfait. Ah. Et Corinne n'est pas visible, mais elle est bien présente avec nous. C'est pour des questions de performance de la conférence qu'elle n'a pas activé sa caméra, mais elle est là, elle nous entend et elle peut prendre la parole à tout moment. Absolument, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous et à très bientôt. Voilà, c'est bon. Donc, le sujet du jour, ce que l'on désire vous présenter aujourd'hui, la thématique que nous voulons aborder, c'est une réflexion sur la notion de stratégie et son application au niveau réglementaire. Dans la matinée, vous avez déjà dû entendre dans les plénières aborder la notion de stratégie réglementaire ou le fait que pour pouvoir mettre votre produit sur le marché, pour assurer le marquage CE ou un enregistrement où que ce soit dans le monde, il faut avoir mis en place une stratégie et suivre une stratégie. Euh, la présentation d'aujourd'hui, c'est en fait le fruit de 15 ans sur le sujet où on se rend compte que très souvent, on confond la stratégie et sa mise en œuvre. Et donc, ce qu'on va essayer de vous présenter aujourd'hui, c'est une méthodologie qui devrait vous faciliter, qui nous l'espérons, devrait vous amener à vous faciliter la vie, à vous donner une meilleure visibilité sur ce que peut être une stratégie. Donc, ça va se dérouler en plusieurs parties. Une partie sur la stratégie au sens global. Ensuite, on va aborder une partie qui est absolument essentielle, c'est la compréhension du marché et du produit. Guillaume, ensuite, vous parlera d'un élément qui est absolument clé là-dedans, qui est la couverture financière et la notion de risque qui va avec. Et en dernière partie, on va vous présenter nos réflexions sur un point qui nous paraissait intéressant à aborder sur le Lean Startup comment est-ce que le Lean Startup peut arriver à se marier correctement au niveau de l'évaluation clinique avec les exigences de la réglementation. Donc voilà pour le programme de la matinée ou de l'après-midi, début d'après-midi plutôt. Je suis un peu à déphasage horaire là. On va commencer par vous proposer un petit sondage.
L'idée là étant, alors bien entendu, le titre de notre présentation, de notre atelier peut peut-être biaiser un peu le sujet, mais ce qu'on vous demande, c'est de répondre à cette question-là de la manière la plus, comment dire, la plus directe, sans trop vous poser de questions. Quand on parle de stratégie, ben, à quoi ça vous fait penser en premier lieu? Je ne sais pas si les réponses arrivent. Moi. Fermez le mot. Si tu vas dans le sondage, Ah, mais j'ai fait disparaître le truc. Attends, je me suis illustré. J'ai fait des essais tout à l'heure. Voilà, c'est bon. Tu vois le résultat, toi? C'est sorti. Ouais. dans le sondage, je ne les vois pas, je peux te les décrire. Ouais, je vois pas le résultat. C'est assez mitigé, le résultat. Ah, ça y est. Sondage ouvrir. Et je le vois pas. Je vois pas les résultats, moi. Donc vas-y, mais décris quand même parce que je le. Alors, on a la première réponse qui sort, c'est une stratégie, c'est la définition d'un but à atteindre, à peu près avec 38%. Ah, Ensuite, on a le plan d'action bien établi et respecté, 31%. Ensuite, ex aequo, la vision collective éclairée et le choix de la direction. Et on a 6% qui pensent que c'est autre chose que ces 4 propositions-là. Donc, ce qui est bien, c'est la définition d'un but à atteindre et le plan d'action bien établi et respecté en premier. Très bien, ouais. Intéressant. Très souvent, alors c'est vrai que ça retranscrit en fait une vision qui va être de dire que une bonne stratégie ou une stratégie, c'est effectivement j'ai un but et j'ai un plan à dérouler pour arriver à ce but. Dans les faits, même si ça paraît évident dit comme ça ou être judicieux, comment dire, si vous avez juste une direction ou un objectif, vous savez où vous voulez aller et vous essayez de dérouler le plan, ça risque de s'avérer assez complexe de dérouler le plan parce que un plan, surtout de nos jours, c'est une fois que vous l'avez établi, au moment où vous allez commencer à le dérouler, vous allez de suite vous retrouver avec des surprises, des impondérables. Et un plan, pour arriver à l'établir, il y a une méthode à utiliser en amont. Et c'est un peu cette méthode qu'on va commencer par aborder dans la première partie. Je ne suis pas en train d'appuyer sur les bons boutons, décidément. Cet outil, je suis super à l'aise avec. Voilà. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est dans notre réflexion, en fait, on s'est posé la question du hors de la notion réglementaire, qu'est-ce qu'une stratégie? Comment est-ce que c'est défini? Il y a un excellent ouvrage qui s'appelle Stratégique. Là, je cite la 7e édition qui est de 2005, mais je crois qu'on est maintenant à la 12e édition. C'est un ouvrage qui essaye de définir, qui propose une définition de la stratégie et de comment est-ce que ça se met en place, comment ça se déroule comment est-ce qu'on peut le dérouler dans une entreprise. Et la définition qui est donnée, que je trouve assez intéressante, c'est la stratégie consiste en une allocation de ressources qui engage l'organisation dans le long terme en configurant son domaine d'activité avec pour objectif la réponse aux attentes des parties prenantes, l'obtention d'un avantage concurrentiel et la création de valeur pour les clients. Dans cette façon de voir les choses, vous les présentez, il y a au moins 2 points qui me paraissent être dignes d'intérêt, être notés. C'est qu'une stratégie, ça s'adresse au long terme, ça engage l'organisation de l'entreprise sur le long terme, pas sur le court terme. Ça, c'est un point. Et ça a pour objectif de répondre aux attentes des parties prenantes. Ça, pour moi, c'est des éléments absolument clés. Et donc, on va commencer, je vais passer la main à Corinne pour la première partie, qui est justement la réflexion sur les parties prenantes. Merci Vincent. Donc, je vous rappelle que la section questions-réponses
Donc, vous avez discussion tout en haut, après questions-réponses, après sondage. Donc, la section questions-réponses, c'est l'endroit où vous pouvez mettre vos questions, vos commentaires et tout ce que vous avez envie de partager avec nous aujourd'hui. Si on revient sur finalement les attentes des parties prenantes et comment on crée de la valeur pour les clients, c'est important probablement de définir qui sont ces parties prenantes et qui sont ces clients. Donc, dans le cadre des dispositifs médicaux, parties prenantes et clients ont des profils extrêmement spécifiques. Alors, bien sûr, si on regarde les parties prenantes en premier, il y a des choses très classiques, actionnaires, salariés, les banques, les assureurs, les fournisseurs, les partenaires, les filiales, les sociétés sœurs. On est dans quelque chose de classique. En revanche, on verra qu'il y a une petite intersection au milieu sur laquelle je vais revenir. Et en ce qui concerne les clients, et surtout quand on regarde comment on peut créer de la valeur pour ces clients, on peut le voir au premier sens du terme. Il s'agit des utilisateurs des dispositifs médicaux, donc qui peuvent être des professionnels de santé, comme pour un appareil d'angiographie, mais aussi des patients profanes, comme par exemple les tensiomètres dont on se sert à la maison. Et même quand l'utilisateur est un professionnel de santé, c'est le patient qui bénéficie des performances du diagnostic ou des performances thérapeutiques du dispositif médical. Alors, le distributeur, commercialement, c'est un client. Dans le cadre de la réglementation de dispositifs médicaux, et si on prend en considération toutes les interactions qui sont nécessaires entre opérateurs économiques et qui sont définies réglementairement, on pourrait toucher du doigt le besoin d'évaluer les distributeurs selon les mêmes modalités que les sous-traitants. Enfin, ça, c'est une autre histoire qu'on pourra développer un autre jour, à un autre moment, ou sur notre stand tout à l'heure. Et pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, nous vous conseillons d'adopter un positionnement particulier en ce qui concerne les organismes notifiés, parce qu'en effet, une très grande partie des données scientifiques, techniques, cliniques qui concernent le dispositif leur sera transmise pour évaluation et prendre en compte leurs besoins en termes de contenu de demande de certification. On est dans le fond et dans la forme. C'est très certainement un facteur de succès dans le processus de certification, donc dans un délai de mise sur le marché réussi. C'est le fameux time to market. Alors, l'organisme notifié peut être finalement considéré comme un client du processus de conception, n'est pas simplement un interlocuteur du service qualité et affaires réglementaires. Et enfin, compte tenu de leurs attentes et de leur impact potentiel sur l'entreprise, on peut dire que les instances telles que les autorités réglementaires et les organismes de prise en charge des coûts de santé peuvent à la fois finalement être des parties prenantes et des clients. Si on prend le cas de l'ANSM, donc l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé, finalement, l'ANSM fixe un cadre réglementaire au niveau national en termes de santé publique et en termes de surveillance du marché. En cela, l'ANSM est une partie prenante. Mais cette même agence, peut également être un interlocuteur direct de l'entreprise dans le cadre d'une déclaration de vigilance ou bien dans le cadre d'une inspection. Il faut absolument tout envisager. Que cette inspection soit tout à fait normale dans le cadre d'une surveillance du marché ou que cette inspection soit réalisée dans un cadre un peu plus contraint. Et l'ANSM, dans ce cas, a des attentes précises auxquelles il est nécessaire de se préparer à répondre. Merci Corinne. Donc, on vient de voir là, par rapport à la définition de la stratégie, que la visibilité ou la prise en compte, l'analyse de ce que peuvent être les parties prenantes est un point important. Associé à une stratégie, il faut avoir ce qu'on appelle un management stratégique, c'est-à-dire c'est une gestion de cet environnement-là. Et le management stratégique, la définition que nous vous proposons, qui est toujours tirée de stratégie, c'est de dire que l'objet du management stratégique, c'est la gestion de la complexité provoquée par des situations ambiguës et non routinières. Et je pense vraiment que de nos jours, quand on est dans le domaine du dispositif médical et qu'on doit se préoccuper du marquage CE des produits de santé, de ces dispositifs médicaux, on est complètement dans cette gestion d'une complexité qui est provoquée par
l'ambiguïté à la fois des textes de loi parce que c'est comme ça. Un texte de loi, par essence, c'est interprétable, c'est ambigu, ça manque très souvent de clarté. Les textes d'interprétation sont souvent pas beaucoup mieux. Et en parallèle de ça, on va coupler à ça en ce moment ce changement de réglementation, donc avec de nouvelles règles. Et par essence, là aussi, on tombe sous le coup du non-routinier. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est très différent. Ce qu'il va falloir faire demain est très, très différent, sûrement, ou en grande partie différent de ce qu'on devait faire hier. Et surtout, l'environnement dans lequel on doit le faire et le comportement des parties prenantes est lui aussi en train d'évoluer. On n'a pas tous les éléments. Et c'est ce qui rend, en fait, le métier de la conformité des produits de santé à la fois très intéressant, mais en même temps particulièrement complexe à gérer. Absolument pas appuyé sur le bon bouton. Ah, pardon. Alors, donc, pour reprendre les mots de Vincent, complexité, ambiguïté et situation non routinière, on peut effectivement s'arrêter une minute sur la complexité du cadre réglementaire. Et donc, chez Nexialis, nous avons une base de données de textes réglementaires qui compte aujourd'hui à peu près 7000 références. Alors, bien sûr, c'est 7000 références sur des territoires réglementés, pas simplement en Europe, mais dans d'autres régions du monde. Ce qu'on peut noter quand même, c'est que notre observation sur ces 5 dernières années, c'est que ce chiffre augmente, donc le nombre de références réglementaires augmente annuellement de 5 à 10%, et c'est plutôt 10% ces 2 dernières années. Alors, même en ne considérant que la réglementation des dispositifs médicaux en Europe, finalement, on est face à une collection de textes réglementaires dont le degré de complexité impose de multiples interprétations. Et le fait qu'on ait une nécessité d'interprétation multiplie le nombre de textes de référence. Alors, toutes ces interprétations qu'on va trouver dans des guides d'interprétation et dans des guides d'application, finalement, vont être de différentes natures. Il y a des guides qu'on va appeler officiels, comme les guides du MDCG, pour Medical Device Coordination Group. Si vous avez des questions là-dessus, on pourra y revenir à l'issue de cette première partie. Et donc, ces guides MDCG sont rédigés sous l'égide de la Commission européenne. Depuis 2017, il y en a eu 70 guides du MDCG ou documents du MDCG ont été publiés. On sait que de nombreux autres guides sont donc c'est pas prêt de s'arrêter. Et il faut aussi noter qu'il y a des interprétations qui peuvent venir d'autres sources, comme les associations de fabricants, et que l'ensemble de ces sources est tout à fait respectable, mais qu'on peut établir une hiérarchie entre le texte réglementaire lui-même, le guide d'application, le guide d'interprétation et les guides qui sont émis par des organisations qui ne sont pas des organisations officielles en tant que telles. Alors, j'ai mis un peu à part, c'est en dessous, mais le fait que ce soit en dessous, c'est uniquement une forme graphique. Les normes européennes harmonisées qui ont un statut particulier puisqu'elles sont à la fois d'application volontaire et elles sont dénommées outils réglementaires par la Commission européenne eu égard à la jurisprudence en la matière. Alors, si on partage cette information avec vous et en fonction de votre degré de connaissance de ces éléments, finalement, ce n'est pas une information qui doit agir comme un repoussoir par rapport au secteur des dispositifs médicaux ou par rapport à cette complexité. C'est une information qui permet de se rendre compte de l'importance d'investir dans la bonne connaissance des textes. Donc, il faut y aller. Et leur maîtrise est tout à fait nécessaire, et on va y revenir, pour faire un bon diagnostic stratégique et pour prendre les bonnes décisions. Et en termes de niveau d'incertitude et peut-être d'éléments non routiniers, il faut prendre en compte le fait que le caractère très évolutif de ces textes, alors c'est moins vrai pour les textes réglementaires qui paraissent logio que pour les guides, mais néanmoins ça existe aussi pour les textes réglementaires, et donc la cible est un peu mouvante et il ne faut surtout pas la quitter des yeux.
Et c'est pile poil le bon moment de cet atelier pour mentionner, pour mémoire, les missions de la personne chargée de veiller au respect de la réglementation, qui est instituée par l'article 15 des règlements, comme une fonction clé. C'est une nouvelle fonction, on va dire, dans son titre, mais pas dans sa fonctionnalité parce que ça existe depuis un moment, mais c'est une fonction clé dans l'entreprise qui a été apportée par les règlements. Si on revient à notre notion de management stratégique, pour arriver justement à avoir une approche qui va permettre de gérer cette complexité dans un univers dans lequel on a un fort taux d'incertitude, en fait, il y a une méthode. Et la méthode qu'on vous propose là, enfin, il y a sûrement des méthodes, mais on va au moins vous en proposer une. Le management stratégique, on considère qu'il se découpe en 3 grandes parties. Le diagnostic, la prise de décision et le déploiement stratégique. Pour faire écho à la question à notre question de départ sur le sondage, le déploiement stratégique, c'est ce que généralement tout le monde attend et qui va se traduire par un plan qui va permettre effectivement de définir une mise en œuvre de la stratégie retenue et de gérer les changements qui vont être associés. Et par contre, on se rend bien compte que pour arriver à définir le plan, il faut déjà avoir été capable de prendre des décisions. Et comment est-ce qu'on prend des décisions, comment est-ce qu'on fait des choix? Et en fait, ces choix, on va les faire associés à le système idéal, en fait, ou du moins celui qu'on vous propose, et qui nous paraît être idéal, c'est d'avoir une réflexion sur des possibles, c'est-à-dire définir non pas un objectif, mais à partir de l'endroit où vous voulez aller, donc ce fameux objectif, de définir quelles sont les options éventuelles pour pouvoir y aller. Quels sont les sacrifices qu'il va falloir faire si on fait un choix par rapport à un autre, si on choisit une route par rapport à une autre, quels vont être les points qu'on va pouvoir renforcer par rapport à ceux sur lesquels on va perdre quelque chose par rapport aux objectifs de départ. Et cette notion de décision stratégique et de choix, qui consiste donc à formuler des options et en sélectionner une, pour pouvoir le faire, il faut en amont de ça avoir été capable de poser un diagnostic qui permet de justement avoir une vision claire de l'entreprise, ses objectifs, sa position et la direction dans laquelle elle veut aller. Et ça peut paraître ça, couler de source. Je peux vous garantir qu'après 15 ans de stratégie réglementaire pour une foultitude de clients, très très souvent, c'est la partie diagnostic stratégique qui est oubliée. On veut de suite passer à l'action et en fait on oublie la partie amont. Et pour montrer à quel point le diagnostic stratégique est essentiel, c'est que quand on regarde ce que contiennent les décisions stratégiques ou comment est-ce qu'en fait on les définit, les décisions stratégiques, elles concernent l'orientation à long terme de l'organisation. Ça reprend en fait ce que j'ai dit tout à l'heure sur la définition de ce qu'est une stratégie. Le périmètre d'activité de l'organisation est important à prendre en compte. L'obtention d'un avantage concurrentiel, idéalement. La réponse aux évolutions de l'environnement. Alors, si on a mis l'évolution de l'environnement en orange, là, si on l'a surligné, c'est bien parce qu'en ce moment, avec l'évolution de la réglementation, par essence, l'environnement il évolue. Mais il ne faut pas oublier que les technologies évoluent aussi. On a de plus en plus d'objets connectés, de systèmes avec de l'informatique ou du traitement de données, du big data, de l'interconnexion dans le traitement des données. Donc ça, c'est un environnement qui est à prendre en compte et il faut être capable de l'aborder. Il y a un point qui est aussi souvent oublié quand on pense à stratégie, c'est la notion de ressources à disposition et de compétences dans l'organisation. Ce qu'on appelle en fait la capacité stratégique. Ça, je pense que c'est essentiel parce qu'on peut arriver à définir un plan stratégique ou avoir une option qui est l'option idéale, mais on se rend compte qu'en fait, au niveau du coût, au niveau des ressources, au sens large, et bien en fait, on ne les a pas. Et donc, on va se trouver dans une option où il va falloir aller chercher les ressources et ce n'est pas toujours évident de trouver les bonnes ressources parce qu'il n'y a pas que l'argent là-dedans. Les compétences sont peut-être au moins aussi clés, si ce n'est plus. Alors que, en fait, en adaptant le plan et la route, on peut peut-être avec
la capacité stratégique qu'on a à disposition, arriver à un résultat tout aussi satisfaisant et dans des temps beaucoup plus acceptables, ou du moins ça peut permettre une première phase intermédiaire qui permet d'avancer. Ça, c'est un point important. On retrouve à nouveau la prise en compte et les attentes des parties prenantes. La notion de création de valeur au-delà des coûts selon un modèle économique difficilement imitable. Le livre Stratégie, il parle de business avant tout. Donc, je l'ai laissé parce que c'est important, le modèle économique, mais au niveau de la réglementation à l'heure actuelle, l'entreprise doit le prendre en compte, mais on sait très bien qu'au niveau du réglementaire, on ne peut pas mettre en jeu le fait qu'une option soit trop coûteuse pour la mettre en œuvre. Donc, ça ne s'adresse pas vraiment à l'aspect mise en œuvre de la stratégie. Et ces décisions stratégiques, elles ont les caractéristiques suivantes, et ça c'est essentiel. Elles sont complexes par nature, elles sont élaborées en situation d'incertitude, ça aussi c'est clé. Elles affectent des décisions opérationnelles, elles requièrent une approche globale, c'est-à-dire une approche qui va impliquer des actions internes ou externes à l'organisation, et elles peuvent impliquer d'importants changements. Là, je pense que ce qui est, pour moi, très important à retenir dans cette notion-là, c'est de comprendre que si on prend des décisions en situation d'incertitude, par essence, on n'est jamais sûr que le résultat qu'on va obtenir, c'est le résultat parfait, ou on n'est pas sûr que les actions qu'on va mener vont amener au résultat attendu. Mais ce qui compte, en fait, dans cette histoire, c'est que si vous avez écrit X scénarii, ou si vous avez réfléchi à X options et X voies pour la mise sur le marché de votre produit, la mise en conformité de votre produit, et vous en sélectionnez une parmi X, en fait, ce qui compte là-dedans, c'est pas tant l'option que vous aurez choisie que le fait que vous avez formaté votre esprit à réfléchir aux options possibles. Et là, on rejoint une phrase qui me semble de Eisenhower, qui, quand il parlait du débarquement allié, disait « on a prévu le plan A, le plan B, le plan C ». Et en fait, c'est un plan D ou E qui a été mis en œuvre, qui prenait en grande partie des éléments des plans déjà définis. En fait, cette idée de planification stratégique en ayant réfléchi aux aspects décisionnels, et on va le voir après aux aspects diagnostiques, enfin, l'importance du diagnostic là-dedans, c'est que ça vous prépare à réagir aux surprises qui vont arriver derrière. On a des images ou des choses, des commentaires classiques sur le réglementaire. On s'attend très souvent dans les entreprises, quand on va voir les gens qui font du réglementaire, ou de la qualité, mais surtout le réglementaire, à avoir une réponse gravée dans le marbre. C'est je te pose une question et tu me donnes une réponse, et la réponse, c'est celle-là, quoi. C'est la retranscription des tablettes de la loi. Mais en fait, je ne sais pas que je sois convaincu, c'est que c'est une réalité de nos jours. Il est impossible d'avoir des certitudes sur le long terme dans le domaine de la réglementation. On établit un mode de réflexion qui permet en fait de prendre les décisions les plus éclairées à un moment donné, quand on en a besoin dans la vie du produit, dans la vie d'entreprise. Et pour tout ça, ce qui est absolument essentiel, de fait, c'est en fait le diagnostic. Parce que sans le diagnostic stratégique, on ne va pas être capable de... si vous n'avez pas une vision claire des choses, vous n'allez pas pouvoir définir des options qui vont aller avec. Une des images que je prends là-dessus, c'est la notion de cartographie. Quand on parle de stratégie, ça fait souvent référence à des notions militaires. Et les militaires, une chose qu'ils ont toujours faite et sur laquelle ils sont très forts, c'est faire des cartes. Parce qu'en fait, faire une carte, c'est décrire le paysage dans lequel on est, ou dans lequel on veut aller, dans lequel on veut évoluer, pour être capable, dans ce paysage, de tracer des routes. Pour moi, le diagnostic stratégique par rapport à la décision ou à la mise en œuvre du plan, du déploiement stratégique, c'est exactement ça. C'est, je fais le diagnostic, ça me détermine la carte. De cette carte-là, je vais regarder sur chaque route les options que j'ai, passer par un col, traverser une rivière ou Dieu sait quoi. Ça va vous donner des paramètres à prendre en compte selon la voie que vous choisissez. Et derrière, vous mettez en œuvre à travers le déploiement et le plan d'action. Mais un plan d'action, si vous n'avez pas la carte qui va avec en amont, votre plan d'action, il est
on ne va pas dire qu'il ne sert à rien, on va dire qu'il est fragile. On en arrive à la fin de la première partie. Je regarde s'il y a des questions ou pas. Pas pour l'instant, Vincent, mais ceux qui le souhaitent peuvent poser des questions avec l'onglet Q&A qui est en haut de la petite fenêtre de dialogue. Si on n'a pas de questions, on va pouvoir passer à la suite. Peut-être des exemples, Vincent. Est-ce que tu as quelques exemples de mise en application de tout ce que tu viens de nous présenter? C'est moi qui le fais. Pardon? Ah, pardon. C'est la deuxième partie, spoiler. Pardon. C'est la deuxième partie. Ben, remarque, c'est une très bonne introduction, C'est une bonne à la introduction. deuxième partie du coup, Guillaume. Ce que je vais faire, c'est lancer le sondage qui parle aussi de la deuxième partie. Donc, le sondage est lancé. Donc, la question du sondage, c'est est-ce que mon produit a, ou votre produit en l'occurrence, ou pourrait avoir des statuts différents en fonction de vos choix d'allégation. Donc, pour l'instant, on a 50% oui, 50% je ne sais pas. Ah oui, ça c'est fort, ça. C'est un arbitrage parfait. Là. Ça dépend probablement du nombre de répondants. Donc, on va laisser un petit peu de temps. Il y a quand même 11% de personnes qui sont présentes à cet atelier, 10% maintenant, qui pensent que leur produit n'aura pas de statut différent en fonction des différentes allégations. Ça peut arriver. Plus ça va, plus ça diminue d'ailleurs, ouais, en fonction du nombre de répondants. Donc, je ne sais pas, Vincent, si tu vois les résultats du sondage, mais la réponse est oui à 45%, non à 8%, donc ça change toutes les 5 minutes, et je ne sais pas 42%. Je pense que c'est le je ne sais pas qui est particulier. Enfin, toutes les réponses sont intéressantes, mais c'est le 42% je ne sais pas est particulièrement intéressant, je pense. Je vous propose de continuer. Ah, alors j'ai été coupé, non? Je suis revenu. Ah, ça y est, je suis revenu. Du coup, j'ai perdu le sondage, c'est génial. Donc, on était à peu près, tu disais, à 50-50, c'est ça? Donc, on a 50% oui, 8% non, 42% je ne sais pas. Et je trouvais que les 3 réponses étaient intéressantes, mais que le 42% je ne sais pas est important à creuser. Absolument. En fait, c'est pas toi qui maintenant enchaîne sur justement l'explication du. Ce qu'on va vous parler, en fait, ce qu'on va vous montrer maintenant, effectivement, c'est dans la partie de diagnostic, l'importance de bien comprendre le produit, de bien identifier le marché, pour justement arriver à voir si votre produit, il a potentiellement une classe différente selon les allégations que vous allez avoir sur le produit. Et en fait, nous, quand on fait de la stratégie pour nos clients, très souvent, enfin principalement, on commence par parler avec les gens du marketing. Et ce qui nous intéresse, c'est effectivement ce que vous voulez dire sur le produit et votre perception de la définition du besoin sur le marché et du comment vous allez y répondre. Ce qui est absolument clé dans cette histoire-là. Mais Corinne, je te laisse enchaîner. Merci. Donc, afin d'atteindre notre objectif commun, qui est de mettre sur le marché un DM sûr et performant, nous conseillons d'observer d'abord comment le processus réglementaire lui-même est décrit dans les règlements. Il est assez simple, mais il est très séquencé. Et le plus important, c'est de prendre en considération ce qu'une entreprise doit connaître pour prendre les bonnes décisions à chaque étape. On va s'intéresser en lien avec ce que Vincent vient de décrire, plus particulièrement à la première étape, c'est-à-dire la détermination du statut réglementaire. Est-ce que
le produit est couvert par un règlement européen. Donc, vous savez qu'il y en a deux. Il y en a un pour les dispositifs médicaux et un pour les dispositifs médicaux diagnostiques in vitro. Si c'est le cas, quelle est sa classe de risque? Donc, il y a plusieurs classes de risque, on va dire en substance 4 à chaque fois. Et compte tenu de ces deux éléments, une fois qu'ils auront été analysés, quel choix peut être fait parmi les routes réglementaires possibles? Alors, l'entreprise ne peut pas mener à bien cette phase si elle ne connaît pas parfaitement les caractéristiques et les propriétés de son produit. Et on vient d'évoquer les allégations qu'elle souhaite revendiquer, les exigences réglementaires et en particulier ce qu'on appelle les exigences générales de sécurité et de performance qui s'appliquent au dispositif médical. Donc, ces exigences sont contenues dans les annexes 1 des règlements. Et aussi la façon dont l'entreprise est organisée ou son projet d'organisation et en particulier son système de management de la qualité. Nous conseillons une prise en compte des exigences réglementaires et le déploiement des moyens de démonstration de la conformité comme étant complètement intégrés au processus de conception, c'est-à-dire dès le début de la réflexion. Un mot sur les allégations. Elles sont mentionnées, et ça c'est une nouveauté réglementaire, à l'article 7 des règlements. Elles apparaissent sur divers supports et elles décrivent la destination, le niveau de sécurité et les performances du dispositif médical. Et chaque allégation doit être démontrée. Elles peuvent décrire la population de patients visés, l'affection, la maladie à diagnostiquer, à traiter ou à contrôler, ou le handicap, les indications, les contre-indications et le cas échéant, les mises en garde. Elles peuvent être de nature très variable. Cette prothèse comme par exemple cette prothèse a une durée de vie de 12 ans, ce traitement peut être fait en chirurgie ambulatoire et donc permet un retour au domicile plus rapide, ce qui veut dire qu'on peut aussi avoir des allégations en matière de qualité de vie. Cette substance augmente la durée du stockage des greffons, ou bien encore un dernier exemple, le logiciel diminue les risques de lecture. Donc, ce logiciel diminue le risque de faux négatifs, par exemple, ou voire de faux positifs. Les allégations expriment de manière explicite ou implicite le bénéfice tiré de l'utilisation du produit. Elles prennent différentes formes et apparaissent aussi bien sur la notice et l'étiquetage, qui sont des éléments extrêmement réglementés dans le cadre du marquage CE, que sur les supports de formation qui servent à la formation des utilisateurs, par exemple dans le cas de workshops avec des chirurgiens. Et en fonction des allégations, un petit bâtonnet de bois peut se révéler finalement relever de la réglementation du contact avec les aliments, des jouets ou des dispositifs médicaux. Donc on est d'accord qu'ils n'ont pas tous la même dimension, mais on voit quand même que on peut avoir des scénarios assez variables en fonction des allégations et des choix qu'on fait. Si on prend un exemple peut-être plus que vous avez plus à l'esprit avec l'exemple des logiciels, eh bien finalement pour être qualifié de dispositif médical ou de dispositif médical de diagnostic in vitro, le logiciel doit être destiné à une utilisation à des fins médicales, permettre par exemple un diagnostic ou une aide au diagnostic, et donner un résultat propre au bénéfice d'un seul patient et effectuer une action sur les données entrantes, comme par exemple faire une analyse pour fournir une information médicale nouvelle. Donc, si le logiciel n'effectue qu'un stockage de données pour les archiver sans les exploiter, ce ne sera pas un dispositif médical. Ce ne sera pas non plus un dispositif médical si l'application sert à prescrire, entre guillemets, la pratique d'entraînement sportif sans finalité médicale du tout, mais une finalité médicale, on va dire, de bonne forme. Les allégations ont aussi une influence sur la détermination de la classe de risque. Et un logiciel d'analyse d'image destiné à être utilisé avec un scanner peut être classé en classe 2A, donc c'est la deuxième classe de risque. Et s'il est spécifiquement destiné à détecter les mélanomes, alors il sera classé en classe 3, ce qui est la plus grande classe de risque. Donc, et le dernier exemple que je voulais partager, c'est qu'un nouveau module qui introduit une nouvelle fonctionnalité dans un logiciel peut faire passer un logiciel de la classe 1 à la classe 3, ce qui change complètement les éléments de démonstration d'une part, la procédure réglementaire d'autre part, et en substance l'appel ou non à un organisme notifié. Donc, choisir les allégations
finalement, c'est peut-être un peu une phrase grandiloquente, on verra bien ce que vous en penserez, mais c'est choisir le destin du produit et potentiellement le destin de l'entreprise. En résumé, nous conseillons d'adopter des principes de management stratégique pour l'application d'un processus réglementaire réussi. Les allégations potentielles permettent de décrire les différents scénarios pour accéder au marché, puis de faire un choix, et c'est seulement après ce choix que le plan d'action peut être établi et déployé. Alors, bien sûr, et on revient sur notre situation d'incertitude, ou plutôt d'incertitude ou de certitude renouvelée, on va appeler ça comme ça, la confirmation de nouvelles données, l'arrivée de nouveaux rapports d'essai ou de nouveaux rapports de performance, etc., l'évolution des référentiels réglementaires et normatifs, l'évolution des attentes du marché vont agir comme des boucles de rétroaction, à la fois sur le plan, sur le choix et aussi potentiellement sur le diagnostic. Et enfin, c'était assez difficile pour moi de ne pas faire une brève incursion pour clore cette partie sur la réglementation dure et pour partager avec vous ce point-là, les 23 exigences générales de sécurité et de performance et la structure qui est attendue dans la documentation technique, et ces 2 points sont expliqués dans les règlements, façonnent la manière dont les données d'entrée de la conception sont exprimées et également, entre autres, la planification de la conception. Donc, c'est vraiment impératif d'explorer en particulier ces 2 points dans les tout premiers pas du développement du produit parce que, dans une certaine mesure, la réglementation fixe la méthodologie du recueil de données. Et j'en ai fini pour cette partie-là. Je regarde rapidement si on a des questions. Toujours pas. Je vais juste insister peut-être sur les logiciels. Je pense que, d'abord parce que c'est à la mode, dans le sens, il y a de plus en plus de dispositifs médicaux qui sont ou qui intègrent de grosses parties logicielles. Et dans le logiciel, ce qui est absolument essentiel, c'est de comprendre que c'est chaque fonction, enfin, vous pouvez avoir des briques dans un logiciel et c'est très facile en fait de rajouter de nouvelles fonctions, de nouvelles fonctionnalités. Et en fait, ce qu'a dit Corinne, alors je ne sais pas si ça a été bien entendu, mais c'est pour ça que je pense que ça mérite d'être répété et amplifié, c'est vous rajoutez une brique, cette brique-là, cette nouvelle fonction, en elle-même, est-ce qu'elle est ou pas une fonction médicale qui rentre sous la définition de dispositif médical? Ce qui veut dire qu'en fait, dans un même logiciel, vous pouvez avoir des éléments qui rentrent sous le coup de la définition d'un dispositif médical et qui ont besoin d'être marqués CE en accord avec le règlement, et d'autres éléments qui ne sont pas des dispositifs médicaux, qui ne rentrent pas sous le coup même de cette réglementation. Et donc, votre logiciel, vous avez des éléments intégrés dans la même structure ou dans le même package final qui sont ou ne sont pas DDF. C'est très important à penser. Et en plus de ça, le fait de rajouter une nouvelle fonctionnalité peut avoir un impact sur une autre fonctionnalité et la transformer en dispositif médical aussi. Le cas du logiciel est vraiment un cas qui est complexe parce que ça demande d'avoir une vision très claire ou la plus claire possible de qu'est-ce que je veux dire que mon produit fait et qu'est-ce que mon produit fait effectivement, donc les fameuses allégations. Et ça, il faut être capable de le descendre au niveau des fonctions, au moins au niveau des grandes fonctions. Et c'est vraiment un élément qui est très important à prendre en compte et trop souvent négligé. Et ensuite, Corinne a dit une chose très importante aussi, c'est qu'il y a encore des logiciels qui restent en classe. Tous les logiciels ne sont pas. Donc, il reste des logiciels qui sont auto-marqués. Tous les logiciels ne passent pas sous le coup d'une surveillance et d'une autorisation par un organisme notifié. Voilà. Je pense qu'on en passe à. C'est au tour de Guillaume. Oui, je te remercie. Alors, pourquoi est-ce que Vincent et Corinne m'ont invité à venir parler d'assurance dans un atelier qui parle d'affaires réglementaires et de stratégie réglementaire? Je pense que la réponse, peut-être certains de vous ne la trouvent pas évidente, mais pourtant elle l'est. Moi, ça fait des années que je suis actif dans le secteur des dispositifs médicaux, qu'on se côtoie avec Nexalist et que je rencontre beaucoup de personnes dans ce secteur qui sont en charge des affaires réglementaires.
Et très souvent, quand je présente notre société, les personnes qui s'occupent des affaires réglementaires chez les industriels, chez les fabricants, me disent: ah oui, l'assurance, non mais c'est pas moi qui m'en occupe, je ne sais pas ce qu'on a comme contrat, je ne sais pas auprès de qui on est assuré, voyez avec d'autres personnes dans l'entreprise. Ça, c'était possible jusqu'à présent, mais d'abord, ça ne va plus l'être. Et en plus, je trouve que ça pose un vrai problème dans toute la conception de ce qu'est une stratégie réglementaire que Vincent et Cohen viennent de nous présenter. Moi, j'aimerais faire un petit parallèle avec une anecdote que m'a raconté un ami qui travaille dans le génie civil. Il fabrique des ouvrages, il a fabriqué les ponts de l'autoroute de la 89, etc. Et en France, le génie civil est extrêmement sécurisé. Vous avez des barrières à chaque trou, vous avez des parades pour chaque obstacle. Et malgré tout, quand ils font des grands travaux d'ouvrage d'as comme ça, tous les 1 million d'heures de travail, hommes, ils ont un mort. Et ils ont beau augmenter les sécurités au maximum, c'est statistique, ça ne se dément jamais, ils ont toujours un mort à la même fréquence sur tous leurs chantiers. Et après avoir travaillé des années en France sur ces chantiers, il est allé à Dakar, où il a construit un TER, une autoroute, etc. Et à Dakar, les gens travaillent en sandales, ils n'ont pas de gilet jaune, pas de casque, aucune barrière. Il a eu beaucoup plus d'accidents, mais il y a travaillé pendant très longtemps et il n'a pas eu de mort. Et je trouve qu'il faut être très vigilant dans le secteur des dispositifs médicaux à ne pas avoir le même travers de se contenter de mettre en place des sécurités sans réfléchir à l'accident qui ne manquera pas d'arriver de toute façon. Tous les aspects réglementaires, ils visent à garantir la sécurité du produit, mais la sécurité, elle ne peut jamais être parfaite et un jour, un patient peut être victime d'un dommage lié aux dispositifs médicaux que vous avez mis sur le marché, bien que vous ayez respecté toutes les obligations réglementaires. Alors jusqu'à présent, les fabricants de dispositifs médicaux, vous aviez une simple obligation. Alors, je reviendrai sur ce slide après. Vous aviez une simple obligation de disposer d'une assurance, c'est-à-dire de pouvoir remettre un certificat d'assurance en cas de contrôle. Et ça, c'était le Code de la santé publique qui instaurait cette obligation. À partir du mois prochain, avec l'entrée en vigueur du MDR, vous allez avoir l'obligation non plus seulement d'être assuré, mais vous allez avoir l'obligation de disposer d'une couverture financière suffisante en fonction du type de dispositif médical, de la classe et de la taille de votre entreprise. Et ça change complètement la donne puisque jusqu'à présent, le simple fait d'être assuré était suffisant et vous êtes une des seules professions à avoir une obligation d'assurance qui n'est pas assortie d'un montant minimum de garantie obligatoire. Nous, courtiers, par exemple, on a l'obligation d'avoir un montant de garantie minimum obligatoire. Et la raison, c'est que les dispositifs sont tellement diversifiés que fixer un montant identique pour tout le monde, ça n'aurait pas de sens. Et c'est pour ça que je pense que les réglementeurs ont mis du temps à traiter cette question et qu'aujourd'hui, ils proposent une solution qui semble adaptée mais qui est compliquée à gérer pour vous, c'est de dire chacun doit déterminer le montant qui est suffisant par rapport à son activité. Alors, je voudrais vous faire un petit sondage. Voilà. Je le démarre, il va s'afficher sur votre écran. Donc c'est juste pour savoir parmi les personnes qui participent. Donc j'ai vu la liste des participants, hein, il y a des dirigeants, il y a des personnes qui sont plus dans les affaires réglementaires, d'autres qui sont plus dans la stratégie. Mais la question c'est, est-ce que, donc vous faites une évaluation des risques quand vous déployez votre stratégie réglementaire et votre plan d'action. Est-ce que vous avez déjà regardez votre stratégie des risques et est-ce que vous l'avez déjà mise en parallèle avec le montant de votre garantie d'assurance et avec l'étendue des garanties de votre contrat d'assurance? Alors, j'attends que les réponses montent un petit peu. Pour l'instant, on a seulement 22% des personnes qui nous disent qu'ils ont fait cet exercice. Donc pas tout à fait un quart, ça descend à 17, les réponses continuent d'arriver. Bon, c'est la première fois que je fais ce sondage, donc j'avais aucune idée de la réponse que vous alliez me donner, mais c'est intéressant, je trouve. Si vous avez tous fini, je vais pas tarder à fermer le sondage, mais on a
17% de personnes seulement qui ont fait cet exercice, de regarder si leur contrat d'assurance était bien en phase avec leur évaluation des risques. 58% répondent de manière ferme qu'ils ne l'ont pas fait et 25% disent qu'ils ne savent pas. Donc ça veut dire que vous êtes près de 60% à savoir que dans votre entreprise, vous n'avez pas vérifié que votre assurance couvre correctement l'évaluation des risques que vous avez fait de votre dispositif médical. Et alors, on peut en penser ce qu'on veut, mais en tout cas, ça semble donner raison aux législateurs qui demandent maintenant à chaque entreprise d'avoir fait cette évaluation et de disposer d'une couverture d'assurance suffisante. Je me remets sur mon écran pour voir correctement les slides que je vous présente. Voilà. Alors, je reviens sur le slide que j'ai passé avant. C'était un petit peu un lien que je voulais faire aussi avec la présentation de Vincent et Corinne sur la pertinence de la classification choisie pour vos dispositifs médicaux en fonction de votre choix stratégique et le plan d'action que vous avez déroulé. Il faut savoir aussi au sujet de l'assurance que dans certains contrats, alors pas dans tous, j'ai revérifié avant la conférence, ce n'est pas le cas de tous les contrats, mais dans certains, l'absence d'un certificat réglementaire de l'obtention d'un certificat de marquage chez eux ou la mauvaise classe du certificat peut être une exclusion du contrat d'assurance. Ça veut dire que certains assureurs peuvent dire, si vous êtes certifié par exemple en 2A alors que votre dispositif il aurait dû relever de la classe 2B, eh bien vous n'avez pas fait les diligences nécessaires pour apporter les sécurités dues aux patients et du coup nous on ne peut pas être responsable de vos erreurs, on ne vous assure pas. Donc ça c'est quand même très problématique et ça explique aussi qu'il faut bien valider ces points-là avec votre assureur. Voilà, ensuite je vais avancer très vite parce que je vois que le temps passe. Donc, le législateur, pour vous dire quelques mots sur cette nouvelle obligation, il prévoit 3 critères qui doivent être retenus pour évaluer le montant de la garantie financière suffisante de vos dispositifs médicaux, la classe de risque, le type de dispositif médical et la taille de l'entreprise. Alors, quand on a découvert cette nouvelle obligation il y a quelques temps, on s'est dit finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas faire une petite grille d'audit simplifiée sur la base de ces 3 critères? Et on a même envisagé à un moment de la mettre en ligne sur notre site internet et que chacun puisse venir cocher les 3 cases et obtenir un petit rapport d'audit. Voilà. Sauf que ces 3 critères, évidemment, ils ne sont pas du tout suffisants pour déterminer la couverture financière suffisante. Et pour donner juste quelques exemples, la taille des lots, par exemple, peut influencer le montant de la couverture suffisante parce qu'un contrat d'assurance, il offre une garantie qui est mutualisée entre tous vos clients, tous vos patients pour une année complète d'assurance. Donc ça veut dire que pendant 12 mois, si vous avez disons 1 million d'euros de garantie, pendant 12 mois, tous les sinistres que vous allez avoir doivent rentrer dans cette enveloppe de 1 million, y compris les frais de défense, les frais d'expertise, etc. Donc plus les lots sont de taille importante, plus le risque d'avoir un sinistre sériel, c'est-à-dire qui touche plusieurs patients, est élevé, et plus ça va venir rogner votre montant de garantie, parce que chaque patient va devoir être indemnisé. Donc ça, c'est un critère, par exemple. Les pays d'exportation, si vous exportez aux USA, alors vous allez me dire, oui, mais j'exporte aux USA, mais on parle du MDR, c'est un règlement européen, ça ne concerne que mes produits qui sont vendus en Europe. Vous avez raison. Mais si vous exportez aux USA, vous êtes exposé à des poursuites judiciaires de patients aux États-Unis, y compris de class action potentiellement ou ce genre de choses. Et on sait que les frais de défense, que les dommages et intérêts aux États-Unis peuvent être beaucoup plus élevés qu'en Europe. En plus, aux États-Unis, on a tendance à plus taper sur les fabricants parce que les praticiens sont moins bien assurés qu'en Europe. Du coup, si vous avez des sinistres aux États-Unis qui viennent rogner votre montant de garantie d'assurance, ça va aussi impacter votre patient européen puisque cette garantie, elle est mutualisée entre tous vos clients dans le monde entier. Donc, ça peut paraître paradoxal, mais si vous exportez ou pas aux États-Unis, ça va impacter la réponse que vous allez devoir faire à votre organisme notifié pour justifier de votre certificat de marquage chez eux pour l'Europe. Alors, on pourrait trouver de nombreux autres exemples comme ça, mais ça veut dire une chose, ça veut dire que déterminer le montant de garantie de couverture financière nécessaire, c'est plus compliqué que ce que le règlement veut bien nous dire avec les 3 critères, même si ce sont sur ces 3 critères que vous allez devoir répondre, et que, eh bien, comme le disait Vincent, il y a vraiment une démarche aussi pour choisir sa couverture d'assurance, de diagnostiquer les montants nécessaires,
de prendre les décisions, parce qu'il y aura toujours des options et des arbitrages à faire. Ce n'est pas une science exacte de savoir combien coûte un dommage corporel et de savoir quel est le risque financier. Donc prendre des décisions et puis ensuite déployer. Et sur ces sujets de diagnostiquer et de déployer, ce sont des sujets qui nécessitent de l'expertise et aussi d'avoir accès au marché de l'assurance. Alors, il y a une autre chose aussi, c'est que la plupart des organismes notifiés, moi, quand j'ai fait les premières conférences sur ce sujet-là, on en a fait à la rentrée du DM en septembre, par exemple. Il y a pas mal d'organismes notifiés qui sont venus me voir à la fin de la présentation. Alors, je ne citerai pas de nom, il y en avait plusieurs, en me disant, tiens, bah, soit on n'avait pas vraiment compris la portée de cette nouvelle obligation, et on ne se rendait pas compte à quel point ça allait exiger de notre part d'analyser le risque et d'analyser la couverture financière suffisante. Et puis, il y en a qui sont venus me voir en me disant, mais comment est-ce que vous pourriez nous aider à bâtir notre audit pour déterminer si cette garantie elle est suffisante ou pas? Très sincèrement, c'est pas quelque chose qui peut c'est pas un savoir-faire qui peut se transmettre en 2 heures de formation. Vous voyez la multitude de facteurs, donc c'est vraiment un sujet qui nécessite l'expertise, plusieurs années d'expertise, et pour lequel vous allez du coup devoir faire preuve de pédagogie pour expliquer à votre organisme notifié en quoi vous avez mis en place une démarche qui vous permet de garantir que la couverture financière que vous avez est suffisante. Voilà, je crois que c'est mon dernier slide, c'est juste pour dire que cette nouvelle obligation, elle fait porter une responsabilité sur les dirigeants et sur les PRRC. Alors, c'est une obligation de moyens. Dans le texte, le législateur nous dit que vous devez avoir pris des mesures pour disposer d'une couverture financière suffisante. Ce n'est pas une obligation de résultat, fort heureusement, mais ça vous rend quand même responsable d'avoir fait au moins toutes les diligences pour y arriver. Et je pense que c'est un sujet qu'il faut vraiment appréhender avec toute la gravité qu'il nécessite et qui a probablement pas été suffisamment identifié pour l'instant par beaucoup de fabricants. Voilà, alors bon, on n'a pas le temps de rentrer dans plus de détails, je ne veux pas monopoliser le temps de parole. Avant de rendre la parole à Vincent et Corinne, on a créé une page vraiment dédiée pour l'événement d'aujourd'hui sur notre site internet, donc vous trouverez plus d'informations dans cette page si vous voulez lire des articles un peu plus fouillés sur le sujet. Merci Guillaume. Oui, on a vraiment tenu à ce que Guillaume participe avec nous parce que ça nous paraît être un point absolument critique, cette notion de couverture. Petit détail aussi, avant de passer à la suite, on parle beaucoup de la réglementation dispositifs médicaux, mais en fait, quand vous faites votre diagnostic, il faut ouvrir le jeu sur toutes les réglementations potentiellement applicables. Et croyez-moi, il n'y a pas que le règlement sur les dispositifs médicaux qui s'applique à un DM, quel que soit le DM. Généralement, il y a au moins 2 ou 3 autres textes à minima qui s'appliquent. Pour information, le chat, la discussion a été ouverte, les micros sont ouverts. S'il y en a qui se sentent plus à l'aise pour parler plutôt que d'écrire, pour poser des questions. Il ne nous reste plus qu'une minute. Corinne, tu penses qu'en 1 ou 2 minutes, tu peux synthétiser la dernière partie ou pas? En 30 secondes. Donc, on voulait juste revenir sur la modalité Lean Startup qui apparaît dans un document de BPI France et qui indique la possibilité d'expérimenter l'EDM auprès de sa cible avant sa finalisation. Et on voulait juste indiquer ou revenir avec vous sur le fait qu'il y a une réglementation pour pouvoir commercialiser des produits dans ce cadre et que ça relève de l'investigation clinique et que c'est très, très encadré pour, bien évidemment, protéger les différents patients concernés. Et je vais te laisser conclure, Vincent. Oula. Donc, en règle générale, il nous paraît absolument essentiel, et on espère qu'on vous a fait un peu toucher du doigt, le fait qu'une stratégie, ce n'était pas juste un plan d'action, et que pour arriver à avoir un plan d'action opérationnel, il fallait surtout avoir un bon diagnostic en amont et avoir prévu des options de secours quelque part. En fait, une bonne stratégie, c'est surtout une façon de penser la capacité à gérer l'incertitude, à naviguer dans l'incertitude. Ça, c'est un élément absolument clé dans lequel il faut effectivement balayer le plus large possible au niveau des impacts et de l'environnement par rapport au produit. Ça me paraît être un point important. Et le second point, qui est peut-être le plus critique, c'est qu'il faut faire preuve d'un maximum d'objectivité
où moi j'ai tendance à dire, je compare ça avec l'éducation des enfants. Vos enfants, quand vous avez des petits, c'est toujours la 7e merveille du monde. Et puis quand ils deviennent ados, vous vous rendez compte qu'ils sont peut-être pas aussi parfaits que ça. Et pour un produit, c'est un peu pareil. C'est vous le voyez comme étant une merveille absolue, et vous n'avez pas un regard assez critique par rapport aux points faibles sur le dossier ou sur le produit. Et derrière, c'est ça qui vous revient dans la figure. C'est le fait d'avoir été pas assez, pas assez objectif sur les points faibles du dossier. C'est pas les points forts qui comptent, c'est les points faibles. Ça me paraît vraiment important. Mais tout ceci en étant en même temps résolument optimiste, parce qu'il y a plein de choses absolument fantastiques à faire dans le dispositif médical, et que vous remarquerez d'ailleurs un point très important, je vais finir là-dessus plutôt. Nous n'avons à aucun moment parlé de contraintes, et ça me paraît être un élément absolument essentiel. Pour moi, la réglementation, ça ne doit pas être considéré comme une contrainte ou un ensemble de contraintes. C'est plutôt des règles du jeu qui permettent, quand on les utilise correctement, de créer de la valeur et de faire de belles aventures. Voilà. Merci beaucoup. Merci à Corinne et à Guillaume.